Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation du Tour de France 2023 femmes. On va revenir un petit peu sur le parcours, je donnerai mon avis sur le parcours, une petite présentation générale. On fera étape par étape, surtout que là, contrairement aux garçons, on a toutes les étapes. Et puis, je donnerai mon avis et puis le profil de la future vainqueur de cette course. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce parcours. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et puis quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Version un petit peu roots d'enregistrement de vidéos parce que je ne suis pas chez moi pendant une semaine. Donc voilà, les vidéos du Tour de France notamment. Il y a un piste verte qui va sortir également dans des conditions là d'enregistrement. Par contre, il y a un top 10 que j'ai enregistré avant qui va être en ligne samedi, qui lui sera dans d'excellentes conditions de son. Puis voilà, il y aura 3-4 vidéos dans la semaine et on reprendra en novembre. On va cravacher énormément en novembre, notamment avec la Coupe du Monde de football. On commence tout de suite avec ce Tour de France 2023 femmes. Présentation du parcours général. Nous avons 8 étapes. Pour la première fois sur le Tour de France féminin, le Tour de France femmes, nous aurons un contre-la-montre individuel qui aura lieu le dernier jour. 956 km pour 8 jours de course comme l'année dernière, qui se dérouleront après le Tour de France masculin, donc du 25 juillet au 30 juillet, du 23 juillet au 30 juillet, parce que sinon il y avait un problème au niveau des dates. Donc 8 étapes, 956 km pour la première fois un contre-la-montre. Pour la première fois également des équipes de 7. L'année dernière, nous avions des équipes de 6. 2 voitures d'assistance sportif normalement contre une l'année dernière. Et puis surtout, nous aurons les bonus sprint comme l'année dernière, mais le barème est changé. 8, 5 secondes et 3 secondes, alors que l'année dernière, c'était 3, 2, 1 pour les bonus sprint, les sprints bonification, comme je les appelle assez souvent, qui permettent de donner des secondes. Vous voyez donc la carte complète, départ de Clermont-Ferrand, arrivée à Pau, Pau qui est la ville du Tour de France. Il y a un parc même avec tous les vainqueurs du Tour de France du côté de Pau. Il n'y a pas que François Bayrou à Pau, ni le club de basket. Et on partira donc de Clermont-Ferrand pour un parcours qui sera dans le tiers sud de la France, comme le parcours du Tour de France masculin 2023. Si vous avez vu la vidéo, je ne sais pas dans quel ordre elles seront diffusées. Eh bien, on commence tout de suite avec le parcours étape par étape. On commence par l'étape 1, Clermont-Ferrand vers Clermont-Ferrand. Voilà une petite boucle autour de Clermont-Ferrand, 124 km, où on passera dans le Puy-de-Dôme, notamment à Aiguepierre, plutôt qu'Aiguepierre. On passera également à Saint-Maillon, à la Châtel-Guyon. À partir de Châtel-Guyon, c'est là où la course pourrait s'animer dans les 40-45 derniers kilomètres, notamment à Châtel-Guyon. Riom, alors Riom c'est la banlieue vraiment de Clermont-Ferrand. Ensuite on a Saint-Hippolyte, Volvic, connu pour l'eau minérale. Et puis on aura la côte de Dutrol en 1,7 km à 7,2% de moyenne. C'est court, mais on sera quand même à 650 mètres d'altitude, et c'est-à-dire que les 10 derniers kilomètres sont vraiment totalement en descente, notamment à Chamalières vers Clermont-Ferrand. On va perdre quasiment 300 mètres d'altitude en 10 bornes. Ça veut dire que ça sera une belle descente pour arriver sur Clermont-Ferrand. Ça pourrait permettre à certaines concurrentes qui sont meilleures en descente que d'autres de tenter d'attaquer dans le final. Donc il y aura, je pense, une bagarre entre sprint, pas sprint, et pourquoi pas des concurrentes qui voudront sortir dans le final vers Clermont-Ferrand. Deuxième étape, départ de nouveau depuis Clermont-Ferrand pour aller à Mauriac. On traverse le Puy-de-Dôme, le Cantal, sur cette étape, et une toute petite partie de la Corrèze qu'on reprendra surtout le lendemain. Étape un peu plus difficile, on pourrait dire c'est une étape de moyenne montagne avec un départ depuis Clermont-Ferrand, 36 premiers kilomètres
plutôt en prise. C'est du faux plat montant, c'est pas extrêmement dur. Ça nous emmènera au Mont d'Or avec la côte du Mont d'Or, 1 km 3 à 6,6 de moyenne au km 39. On passera également à la côte de la Stèle, 1 km 8 à 5,1 de moyenne au km 47,5. Et puis on redescendra Tour d'Auvergne, bord les Orgues, je pense que ça se dit comme ça, et puis Bassignac, pour réavoir une deuxième partie de course, de nouveau très compliquée sur les 50 derniers kilomètres. On aura 50 premiers kilomètres un peu compliqués en prise, et puis 50 derniers kilomètres également compliqués, avec l'enchaînement côte des Plaines, côte des Boissières, un premier passage sur la ligne à Mauriac, en haut d'une bosse. Côte des Plaines, côte des Boissières, 4 km 5 à 5,5 de moyenne, 1 km 2 à 7,2% de moyenne. Donc on est sur des belles petites bosses, comme on a dans le Massif central. La côte de Mérillac, 1 km 9 à 5,5 de moyenne, ça sera au km 125. Avant d'attaquer la côte de Trébiac, 3 km 4 à 5,8 de moyenne, qui nous emmènera à Mauriac. Donc ce n'est pas vraiment un circuit final, même si on passera 2 fois sur la ligne d'arrivée à Mauriac, parce que les deux, on passe par des côtes qui sont très différentes à chaque fois. Étape de 150 km, on est un peu plus long quand même sur le parcours, même si je trouve qu'on est encore un petit peu court, c'est quand même un peu plus long. C'est une étape qui peut déjà avoir des conséquences. Étape numéro 3, étape assez bizarre, cette étape numéro 3, entre Collonges-la-Rouge et Montignac-Lascaux. Donc je pense qu'on est à côté des grottes de Lascaux. 147 km, Corrèze-Dordogne. La Dordogne, c'est plutôt plat. La Corrèze, c'est un petit peu vallonné. Surtout, les routes sont un petit peu en prise avec un grain particulier. Les routes de Corrèze, vous avez un gros grain, donc le rendement est pas bon sur les routes de Corrèze, mais les paysages sont souvent assez magnifiques. Ça va nous rappeler ce début de tour de toute manière, ce Tour de France pourrait rappeler un petit peu un Tour du Limousin masculin. Côte de Pérou, 4 km 8 à 4% de moyenne. Et cette étape-là, c'est vraiment une étape typique du Tour de Limousin. On aura ensuite la côte du Pératel, 2 km à 5,3 de moyenne. Côte de l'Escurotte, 2 km 6 à 4,7 de moyenne au km 58, c'est-à-dire à 90 km de l'arrivée. On passera à Arnac-Pompadour, la côte de Andrieux, avec la côte de Saint-Robert qui marque la frontière entre la Corrèze et la Dordogne sur cette étape. Ces deux côtes sont au km 89,5, au km 92 et on sera à une cinquantaine, un peu plus de 50 km de l'arrivée, là plutôt 60 km de l'arrivée, avant d'arriver à Montignac-Lascaux et la fin de parcours est plutôt plate. Ça pourrait permettre d'avoir un regroupement, mais c'est une étape intéressante pour un classement de la montagne si on veut commencer à prendre des points avant les étapes peut-être un peu plus difficile, notamment l'étape de Rodez. Vous savez que j'avais quelqu'un que je connaissais qui habitait Rodez et les gens de Rodez disent Rodez. C'est une petite particularité. Donc une étape où on peut avoir plusieurs scénarios. Soit une échappée assez grosse arrive à sortir et arrive à faire un écart et arrive à résister dans le final. Soit c'est un sprint, mais peut-être qu'il nous manquera des sprinteurs. Par exemple une Lorena Wiebes. Je ne suis pas sûr qu'elle passe les différentes côtes de ce parcours, ou peut-être qu'elle serait émoussée physiquement, donc ça peut être une étape assez intéressante. Au scénario un petit peu indécis. Le lendemain, l'étape 4, c'est déjà l'étape 4, entre Cahors et Rodez, le Lot et l'Aveyron. Pour cette étape, une étape pas mal vallonnée, surtout sur la deuxième partie de parcours, sur les 90 derniers kilomètres. On commencera en début de journée à Cahors avec le col de Cressac, qui est au km 16,5, côte de 2 km 3 à 4,8 de moyenne. Et puis ensuite, on aura pas mal de kilomètres de plat dans le Lot pour atteindre les vraies difficultés qui se situeront dans l'Aveyron, avec notamment la côte de Saint-Jean-de-Lors, 3 km à 4% de moyenne au km 85. Villeneuve d'Aveyron, ça sera à 70 km de l'arrivée, Rignac, et puis ensuite les difficultés s'enchaîneront sur la dernière partie de course, sur les 40 derniers kilomètres avec la côte de Colombiès, 6 km 5 et 4,2 de moyenne, un passage à Limérac avant la côte de Moyares, je pense 4 km 6 à 5,5 de moyenne,
la côte de Laverne, 2 km 2 à 7,1 de moyenne. Et puis surtout la côte de Saint-Pierre. Alors très court la côte de Saint-Pierre, 570 mètres mais à 10% pour entrer dans Rodez. Ça sera à 2 km de Rodez. Donc un final vraiment très compliqué qui pourrait permettre à des baroudeurs de s'imposer ou aux leaders de lancer les premières escarmouches parce que 177 km, ça sera l'étape la plus longue de ce Tour de France. Et avec un parcours où on devrait dépasser les 2500 mètres de dénivelé positif. Ça peut permettre aux leaders vraiment de lancer les premières incartades avant le dernier week-end de course. L'étape 5, elle sera plutôt plate, mais vraiment plutôt plate entre Honnay-le-Château et Albi. Avec quand même 4 côtes au programme, des côtes avec des beaux pourcentages. C'est une étape chez les garçons qui pourrait convenir à un Kort Nielsen par exemple. Une étape assez courte en kilométrage en plus, donc qui pourrait être un petit peu musclée, notamment la côte des Combalou, 800 mètres à 8,1 de moyenne. On aura la côte de Najac qui sera au kilomètre 75, la côte de Laguépi. Au kilomètre 85, 1,5 km à 9% de moyenne, c'est-à-dire à une quarantaine de kilomètres de l'arrivée. La côte des Monestiès, 1 km 6 à 6,4 de moyenne, ou des Monetiers, je ne sais pas du tout comment on doit le dire. Et puis ensuite, Blaye-les-Mines pour entrer sur Albi, ou Albi, on sera plutôt sur un parcours plat. Il faudra que le peloton ne soit pas trop loin, à 30 km de l'arrivée, s'il veut espérer la victoire sur cette étape numéro 5. Étape numéro 6, là c'est tout plat entre Albi et Blagnac, étape de transition avant les Pyrénées. Côte de la Cadenne au programme, côte de Puy-Celzy et la côte du Clos Pourtier pour cette journée avec la côte de la Gaye, des côtes qui sont assez courtes, la plus longue fera 2 km 6, des pourcentages raisonnables, on sera en dessous de 6% de moyenne et surtout la dernière côte est quand même à 40 km de l'arrivée du côté de Blagnac. On retient quand même sur ce Tour de France féminin qu'il se passe souvent beaucoup de choses à 40 km de l'arrivée ou parfois il ne se passe plus rien à 40 km de l'arrivée. Ça c'est l'étape numéro 6 et on rentre dans le dernier week-end dans le Money Time de ce Tour de France féminin avec la dernière étape en ligne entre Lamezan et le Tourmalet-Bagnères de Bigorre, 90 km dans ces Hautes-Pyrénées. 2 côtes au programme, c'est assez simple, 2 côtes, avec le col d'Aspin, 12 km à 6,5 de moyenne, et le Tourmalet, assez connu, 17 km 7,3 de moyenne, qui nous emmènera à 2110 mètres d'altitude en passant par la Mongie. Prendre en compte l'altitude, on aura l'étape du Mont d'Or, on dépassera les 1000 mètres d'altitude, l'étape du Tourmalet. C'est pas toujours une habitude chez les filles, l'altitude, donc il faudra voir comment les concurrentes réagissent avec ces passages en altitude, parce que l'année dernière, on était aux alentours de 2002-1100 mètres d'altitude, notamment avec l'étape de la planche des belles filles. On retiendra que cette année, que ce soit chez les garçons ou chez les filles, on n'aura pas de planche des belles filles, ni de super planche des belles filles, ce qui fait un petit peu du bien, parce qu'on avait un peu l'habitude de passer toujours à cet endroit-là. Et donc, Tourmalet-Bagnères de Bigorre, 90 km pour cette étape-là, avant une dernière journée autour de Pau. Est-ce que j'ai l'impression que le final ressemble à la victoire d'un certain Julien Lafilippe sur un contre-la-montre. J'ai l'impression que ça ressemble beaucoup. 22 km dans les Pyrénées-Atlantiques. Un contre-la-montre avec 2 bosses à Bos d'Arros et à Pau. Ça va rappeler à certains un contre-la-montre le dernier jour d'un Tour de France, Laurent Fignon, Greg LeMond, 89. Peut-être que ça sera aussi serré cette année du côté de Pau pour le Tour de France féminin, enfin l'année prochaine en 2023, dans une dizaine de mois pour ce Tour de France féminin, donc du 23 juillet au 30 juillet. On regarde tout de suite mon avis sur le parcours. Je trouve qu'il y a des étapes qui sont très intéressantes. Alors, il va y avoir des critiques qui correspondent aux critiques que j'ai assez souvent avec le cyclisme féminin. Je trouve que l'étape de Rodez est très intéressante déjà parce que vous avez de la longueur, parce que vous avez une fin de parcours qui est assez difficile et qui peut permettre déjà de tenter des choses du côté de Rodez. Le début de parcours en fait est assez sympa. C'est vrai que c'est sur les 5 premiers jours de course, on a des étapes assez intéressantes. L'étape de Clermont, le final,
C'est pas tout plat autour de Clermont-Ferrand hein, pour avoir déjà été à Volvic par exemple. C'est assez vallonné, un Riom-Volvic. T'as pas l'impression, mais c'est voilà, c'est des petites bosses. L'étape de Mauriac, il faudra la passer aussi. L'étape du Ladi, l'étape en Corrèze, la sortie de la Corrèze, c'est peut-être la moins intéressante. Et puis l'étape de Rodez, très sympa. Ensuite, c'est vrai que l'enchaînement 5-6 c'est un petit peu moins intéressant. Je trouve donc le début de parcours sympa. On peut tenter des mouvements de loin, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a pas mal d'étapes où à 40 km de l'arrivée, c'est là où ça commence à être intéressant. Donc on peut tenter des choses pendant 1 heure et quart, 1 heure et demie de course. Et puis enfin la haute montagne sur le Tour de France féminin. Enfin le contre-la-montre, enfin la haute montagne. C'est ce qui avait manqué l'année dernière un petit peu où j'avais dit ça ressemblait pas trop à un Tour de France parce que je reprochais à ce Tour de France femme de ne pas passer ni par les Alpes ni par les Pyrénées. Donc là, on attaque enfin les Pyrénées avec un parcours quand même assez montagneux. Bon, un peu moins quand même que chez les garçons, mais on est très montagneux quand même d'un côté comme de l'autre. Ce que je n'aime pas sur ce parcours, bah, c'est encore trop court. Alors même si les étapes ont un peu gagné en longueur, on est quasiment à 1000 km de course. L'année dernière, on était, je crois, aux alentours de 820, 830 de mémoire. Mais c'est encore trop court. C'est 8 jours de course, mais je ne m'attendais pas à des merveilles cette année. Du fait qu'on a les championnats du monde également qui sont juste après le Tour de France féminin. Voilà, j'aurais aimé 10 jours, 12 jours, 15 jours de course. Parce que là, j'ai encore le sentiment qu'on n'est pas vraiment sur un Tour de France. Pour moi, un Tour de France, c'est également de l'endurance, c'est également 21 jours de course. Alors au moins 12 jours. Moi, j'aurais aimé 12 jours de course. Je trouve que 8 jours, c'est encore un petit peu court. Je ne suis pas fan, moi, de l'étape 7, de l'étape du Tour de France qui va nous amener du côté du Tourmalet. Je trouve déjà que c'est trop court. Je trouve ensuite que, à part l'Aspin et le Tourmalet, il n'y a pas grand-chose. Alors vous allez me dire, il n'y a pas grand-chose. C'est déjà 2 belles montées, oui. Mais j'aurais aimé j'aurais aimé une vraie étape de haute montagne. C'est-à-dire que là, on a une étape de montagne, mais j'ai l'impression qu'on a un petit peu une course de côte. J'ai peur qu'en plus, tout se déclenche sur le Tourmalet, qu'il ne se passe pas grand-chose sur le col d'Aspin. Donc j'aurais aimé des difficultés auparavant. On va voir une vraie grosse étape de montagne de 120, 130 km avec un enchaînement de difficultés dans les Pyrénées. Surtout que ce n'est pas comme si chez les garçons, on va avoir des Pyrénées vraiment impressionnantes cette année. Chrono également qui peut tout bloquer, c'est-à-dire que une fille comme Van Vleuten va peut-être tenter des choses, mais d'autres filles comme Juliette Labous, peut-être que la bagarre pour le podium, une Juliette Labous peut se dire « je suis meilleur que Nevia Doma sur le contre-la-montre, et bien j'attends le contre-la-montre pour monter sur le podium et je tente pas tout sur l'étape du Tourmalet ». Donc peut-être que ça va un peu bloquer la course, c'est pas sûr. Mais moi j'aurais préféré que ce contre-la-montre soit plutôt au 4e, 5e jour de course. Je ne suis pas très fan des contre-la-montre le dernier jour. Et puis là, imaginons ce contre-la-montre-là, il peut devenir très vite inintéressant. C'est-à-dire que si les écarts sont faits la veille du côté du Tourmalet, ce qui peut se passer, parce que dans le cyclisme féminin, on l'a vu notamment cette année sur le Tour de France, que ça se décante beaucoup plus tôt les courses, que ça peut partir de très loin. Il se peut qu'une fille comme Van Vleuten décante la course au pied du col d'Aspin et que les écarts soient énormes avant ce contre-la-montre à Pau et que ça ne soit pas très intéressant, à part, on va dire, la bagarre pour la victoire d'étape, que la bagarre pour le général soit déjà faite auparavant. Donc je ne suis pas très fan moi, des contre-la-montre les 2 derniers jours de course. J'en parle quelques fois et puis ça reste un contre-la-montre court, 22 km. C'est une distance aussi où les filles sont assez habituées. Entre 15 et 20 km, entre 15 et 25, les filles sont assez habituées à de contre-la-montre là. Et puis, je ne comprends pas trop l'étape 5 et 6 parce que l'étape 5 et 6 sont assez plates. Mais est-ce qu'on aura encore des sprinteuses à ce moment-là de la course avec avec 2 étapes pour les sprinteuses aussi tardives, en sachant que l'étape d'Albi, il faut que les sprinteuses passent déjà, hein, ce qui n'est pas sûr. Mais l'étape 6 est vraiment l'étape de Blagnac, c'est vraiment une vraie étape pour sprinteuses. Oui, mais est-ce que les équipes seront encore en place ? Est-ce que les filles seront encore performantes à ce moment-là ?
Est-ce que ça ne va pas plutôt être une course pour les baroudeuses? Est-ce que c'est une course faite pour les sprinteuses? C'est pas sûr. Avec un début de course musclé, on aurait pu peut-être avoir une étape pour sprinteuses. Alors il y a l'étape de la Corrèze, mais là aussi, il faut passer les côtes en début de journée sur l'étape de Montignac-Lascaux. Donc on verra, mais est-ce qu'on aura des grands sprints sur le Tour de France féminin cette année? Enfin en 2023, vous m'avez compris. Pas sûr. Le profil plutôt de la vainqueuse et de la vainqueur, c'est encore mieux au niveau du français. Donc on va récapituler tout ça. Le profil de la future vainqueur, eh bien, il faut que ça soit une spécialiste de montagne parce que le parcours est quand même compliqué. Je pense qu'on peut tenter de partir de loin, qu'on peut dynamiter la course, surtout dans le cyclisme féminin où c'est un peu moins stéréotypé. On peut tenter de partir de loin et puis on sait très bien que ça sera une des stars du peloton. Grosso modo, vous prenez le top 10 du dernier Tour de France. Ça m'étonnerait qu'on ait énormément de changements. Peut-être l'entrée de Mavi Garcia dans le top 10 du Tour de France 2023. Mais bon, voilà, à part s'il y a des filles qui décident de ne pas faire le Tour de France l'année prochaine ou qui n'avaient pas fait le Tour de France en 2022 et qui décident de le faire en 2023. Mais je pense qu'au niveau du classement, ça devrait être assez proche. On verra ce que pourra faire Juliette Labousse sur un parcours comme ça ou une Evita Music également. Mais c'est un parcours qui peut être très intéressant pour ces filles-là. C'est un parcours qui me passionne quand même un peu plus que le parcours du Tour de France masculin. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Je précise quand même, mais on fera bien entendu une présentation tous les matins de chaque étape l'année prochaine quand viendra le mois de juillet pour le Tour de France femmes comme pour le Tour de France masculin. On se retrouve pour de nouvelles aventures. À la prochaine sur la Maniac Production. Ciao, ciao!